Danny Singoma est avec nous sur ce plateau. C'est lui, l'unique invité ce matin. Monsieur Singoma, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire exécutif du PRODES. C'est quoi PRODES? PRODES, c'est le réseau de promotion de la démocratie, des droits économiques et sociaux. Mais vous avez d'autres casquettes qu'il faut faire ressortir sur ce plateau. Un acteur important de la société civile. Vous avez dirigé le cadre des concertations. Vous venez de finir votre mandat. Vous avez quitté sans créer des soucis à la société dite civile. Oui, c'est une nouvelle image que nous voulons donner à la société civile. Je représente plusieurs casquettes, comme vous dites. Je suis président de la Maison de la laïcité. Je préside aussi aux destinées d'autres structures. Mais il fallait montrer l'exemple. Parce que la société civile, quand elle se met à rappeler les politiciens à l'ordre, il faut qu'il y ait de l'exemple de la société civile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons milité pour cette image au niveau du cadre des concertations. Maintenant, je pense que les choses sont redevenues normales. Nous avons le coordonnateur Louboya qui est là. Après lui, il y aura un autre. Et puis, nous allons revenir à l'ordre normal de travail avec des élections pour choisir un nouveau dirigeant du cadre de concertation. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à piloter des grandes dynamiques de la société civile à travers les pays pour que les gens restent mobilisés autour des grands enjeux de la démocratie, de la paix et de la protection sociale. Beaucoup de gens nous suivent, même dans les hautes sphères de la République, et apprécient le travail que Télé 50 abat en faveur de la République, médias privés justement. Vous m'avez trouvé, vous entriez au plateau, vous m'avez trouvé en train de parler d'un document. Alors que nous nous fourvoyons dans nos disputes, dans les injures à l'endroit des dirigeants, comme certains confrères qui ont choisi, la voie des injures à l'endroit des responsables, alors que certains, même des enfants plus âgés qu'eux et plus intelligents. Alors, je suis en train, j'ai fait une découverte ahurissante. Un document signé. Arnold, balancez ce document-là. Le document dit Kigali Convention. Il est là. Vous êtes un homme bien informé et bien intégré dans les hautes sphères de défense des droits de l'homme et surtout défense des marginalisés. Ici et ailleurs, dans des grandes capitales au monde. Ce document ici, apparemment un document sur une machine pas moderne, hein. Quand vous voyez le caractère, je ne sais pas. D'autres, il y a pratiquement quelques articles. C'est signé par Kagame, Museveni, un sénateur américain, Richard Darbin, et puis Gérard Larcher pour le compte du Sénat français. Vous voyez, la France, les sous-traitants rwandais, sous-traitants ougandais, et puis il y a le fameux partenaire stratégique privilégié, la grande puissance. Nous ne sommes plus au niveau de la superpuissance, à part les deux puissances dominantes. Mais nous sommes au niveau du multilatéralisme, voilà. Ce document, c'est un document suicidaire pour le Congo. C'est le malheur du Congo qui est convenu. Réarmer le M23 et puis le renforcer en armes et en moyens et puis démembrer le Congo. Apparemment, le sommet de Luanda ou la réunion de Luanda, c'est sous leur dictée. Donc, est-ce qu'il faut attendre quelque chose? Vous êtes au courant de ce document? Bon, je l'ai vu, je le vois. Moi, je fais l'anglais. Je suis étudiant en anglais. Ok. À l'Institut de langue américaine. Cali. Je fais un effort pour comprendre maintenant les choses. Et vous êtes au courant? La société civile éveillée.
Bon, nous sommes au courant, nous avons vu ces documents, comme vous les montrez. Je pense qu'une fois je suis passé sur ce plateau et j'ai dit que nous souffrons d'un problème au Congo, c'est le manque vraiment des courants idéologiques. Et les discussions ne se font que sur le bien-être, sur l'accession au pouvoir et autre chose, mais on ne fait pas de débats sur les idéologies. Et ça, c'est un problème parce que nous sommes dans un monde, le Congo est un pays, disons, ancré dans un capitalisme imposé, et nous pensons que c'est une situation normale parce que nous sommes habitués à cela. Notre modèle économique est un modèle économique purement capitaliste et nos pensées deviennent très libérales. Et c'est ça le problème. Moi, je suis aussi coordonnateur du Forum social congolais, et le Forum social congolais, c'est le mouvement altermondialiste. Et dans le mouvement altermondialiste, effectivement, pour nous, le grand slogan, c'est que le capitalisme nuit au monde, nuit même à la santé. Et donc le capitalisme est satanique. Bon, je ne partirai pas dans des considérations religieuses. Mais quand il n'y a que le diable qui nuit. La Bible dit, il a 3 missions. Oui. Tuer, égorger, et quoi encore? Il y en a 3, non? Je ne sais pas, piller ou je ne sais pas quoi. Oui. Mais, bon, comme je l'ai dit... Voler d'abord, c'est ça son boulot, voler. Et nous, on nous vole depuis la nuit des temps. Tuer, égorger. Et quand vous voyez dans l'Est, on tue, on égorge, on vole. Bon. Est-ce qu'il y a un distinguo entre ce que les autres font, ces grandes puissances, entre guillemets, et la mission du diable? Bon, c'est pour cela que j'ai dit que je ne partirai pas dans des considérations tellement religieuses parce que je suis président de la Maison de la laïcité. Oui. Mais je voudrais dire simplement surtout que les visas et autres, vous pouvez en souffrir pour aller dans non, la question des visas, ça ne dit absolument rien. Vous voyez notre collègue Yamb souffre de cela, ben elle se bat, c'est une collègue, nous travaillons avec elle. Yamb, aller en France, c'est pas aller au ciel. Oui, c'est ça. Donc avec Yamb, nous avons le même combat, avec Tike Jafakoli, qui a même chanté une chanson Ouvrez les frontières, c'est notre collègue dans le mouvement altermondialiste. Donc, quand j'ai introduit un peu cette notion je vous provoque un peu, vous me connaissez très bien. quand j'entre dans cette question altermondialiste, pour dire que les gens devaient considérer les affres du capitalisme et comprendre que ce dont nous souffrons, c'est le capitalisme. Quand nous avons même des responsables politiques qui prônent un modèle libéral, ça pose un problème. Donc, ici, nous sommes dans un monde capitaliste qui regarde d'abord ses propres intérêts, qui regarde comment un petit groupe de gens peuvent s'accaparer les richesses du monde et faire donc la souffrance des autres ne dit absolument rien. En fait, ceux dont on parle ici qui sont riches, qu'est-ce qu'ils ont concrètement? Non, quand on parle même des riches, quand vous regardez bien le travail que nous faisons, il y a des études qui ont été faites, vous allez trouver que 80% de la richesse du monde est concentrée entre les mains de moins de 8%. Des personnes. Qui nous manipulent. Et qui manipulent. Qui nous imposent la nourriture, la qualité de la nourriture. Même aux États-Unis, vous voyez la malbouffe. Oui, regarde ce qui se passe aujourd'hui avec Twitter, par exemple. Twitter, tout le monde y est. On nous a captivés avec Twitter. Presque tout le monde s'inscrit sur Twitter. Maintenant, Elon Musk achète Twitter et il veut imposer un forfait, je ne sais pas, de 8 dollars par mois ou je ne sais pas quoi. Donc, il dirige le monde avec ça. Il a les informations de tout le monde. Donc, tous ces réseaux sociaux... Nous sommes des prisonniers de ces gens. Nous sommes des prisonniers d'une poignée de personnes qui manipulent le monde. Et il faut comprendre leur jeu. Si nous développons... Parce que quand Lumumba... Ici, là, nous nous complétons. Oui. C'est un échange. Le matin, c'est un échange. Oui. Ils ont les finances. Oui. C'est-à-dire, la bourse, c'est eux, manipulateurs. Ils ont les médias. Ce sont derrière des grands médias que vous voyez dans le monde. Derrière, il y a toujours ces gens. Derrière. Ils ont, oui, ce sont eux qui ont des grandes compagnies de transport, de ceci. Ce sont eux qui nous contrôlent et qui nous imposent ce que nous devons bouffer. Et cette bouffe empoisonnée pour que nous prenions des dimensions, que nous réfléchissions. Même la boisson, ce sont eux qui nous manipulent. Aujourd'hui, il faut comprendre que, bien sûr, ils manipulent, mais 60 ans après les indépendances d'Afrique,
nous arrivons à une nouvelle forme de reconquête de notre indépendance. Si vous regardez bien, l'Afrique se réveille d'une certaine manière qui a une prise de conscience extraordinaire. Le problème du capitalisme, c'est celui-là. Le problème du capitalisme, c'est qu'elle ne regarde que l'intérêt, mais ne regarde pas l'autre face de la médaille. Que ce soit ces réseaux sociaux, que ce soit ces médias qu'ils utilisent pour s'enrichir, mais quand vous l'utilisez d'une autre manière, ça se retourne contre eux. Moi, un de mes professeurs me disait, le capitalisme, c'est comme, le capitaliste, c'est comme quelqu'un qui a une corde, qui doit être pendue demain, et qui vend la corde aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a besoin d'une corde, il dit, bon, autant mieux, que j'ai l'argent, même si c'est pour me pendre, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et c'est ça les capitalistes. Donc pour eux, la mort des personnes, leur propre, vous voyez, ils ont tout délocalisé. Les massacres des Congolais. On a délocalisé les industries des grands pays, on les a amenés en Chine, parce que la main-d'œuvre était moins chère, en Inde et partout. Et ça s'est retourné contre eux. Ça se retourne contre eux. Maintenant, ça se retourne contre le Parti communiste est en train de joindre venture. Comment on appelle ça? Joint venture. Oui. Mais aujourd'hui, la Chine est une puissance. Comme j'ai dit, oui, la concentration des richesses du monde se trouve dans les mains de 8% des personnes sur cette planète. Calculer 8% des 8 milliards de personnes, ça vous donne une petite poignée. Ça veut dire, et la souffrance de leur peuple ne leur dit absolument rien. Ils consentent d'abord pour eux. Mais tout ce qu'on nous montre à la télévision et tout ça, c'est pour nous endormir autre chose. Mais ce n'est pas ça le grand débat, comme nous avons parlé de cette question d'équilibre. Même cette histoire de, comment on appelle, carte DV, loterie et autres. Mais c'est la traite négrière sous une nouvelle forme. C'est la traite négrière. Non, notre problème, nous, Congolais, nous nous lançons. Comme je l'ai dit, le capitalisme a deux faces. Il y a la face A et la face B. Quand la face A, qui est pour leur intérêt, prenons la face B et transformons-la. Regardez la Corée du Nord. La Corée du Nord aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont envoyé des techniciens dans plusieurs pays du monde. Ils sont allés se former et tout ça. Corée du Nord ou du Sud? Que ce soit Corée du Nord, que ce soit Corée du Sud. Même Corée du Nord, où est-ce qu'ils ont trouvé toute la technologie? Corée du Sud, la même chose. Tous ces grands pays, beaucoup de pays ont envoyé d'abord leurs gens à l'extérieur. Ils sont allés, au nom du patriotisme, ils sont allés puiser ce qu'ils ont trouvé et ramener chez eux. Mais nous partons, mains liées, cœurs liés. Pour nous chamailler. On est dans la bouffe, on est dans les discussions inutiles. Parlons de ces documents. Voilà. Je vais vous dire. Oui. Ces documents ont deux sens. L'essence interne et l'essence externe. Voilà. Pour l'essence interne, c'est autre chose. Chaque pays doit avoir ses intelligences. Oui. Chaque pays doit se concentrer sur ses intelligences pour assurer le bonheur du pays, de la population, de tout le monde. Ça veut dire nous aussi, nous pouvons avoir nos propres laboratoires pour voir ce que nous faisons ailleurs. Ce n'est pas pour rien que les grands mais ça, c'est criminel. Ça, c'est une réunion diabolique contre le Congo, les Congolais. C'est ce que j'ai dit. Oui. Nous-mêmes, pourquoi nous ne développons pas ce genre d'intelligence? Parce que nous avons le droit de protéger notre pays. Les États, elles sont démocratiques à l'interne et elles sont malveillantes à l'extérieur. Tous les États du monde. Maintenant, ici, s'ils trouvent que nous avons nos propres faiblesses, c'est pour cela que nous devons travailler sur ça. Sur une sorte d'éveil, de conscience nationale, d'éveil de conscience collective, afin que nous sachions quels sont les dangers. C'est vous qui devriez le faire, la société, la vraie société civile. Mais c'est une société civile au service des multinationales, au service des politiques des pays étrangers, avec de petits financements, des invitations pour telles réunions, Washington, New York, Paris, Bruxelles. C'est une société civile pleine d'ONG, des droits de l'homme, civiques et autres. Et pour la plupart, vous trouvez que c'est Soros, fils et père, derrière, c'est... Comment on les appelle encore? C'est qui? Le commissionnaire belge, commissaire belge. Ils sont partout là et autres. Comment voulez-vous que nous soyons forts? C'est ça que j'ai dit. Oui. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit encore, nous sommes dans notre Congo a un seul esprit capitaliste. On ne développe pas les tendances idéologiques et les réflexions sur base idéologique. Que ce soit même les ONG, que ce soit les partis politiques, rares sont ceux qui affichent leur penchant ou leurs convictions idéologiques. Dans les ONG, c'est la même chose. Nous avons beaucoup d'ONG qui disent simplement lutte contre la pauvreté, lutte contre ceci ou cela, mais ils ne rentrent pas dans la profondeur de savoir pourquoi la corruption,
pourquoi nous souffrons, quel modèle économique dont nous avons besoin, quel modèle politique dont nous avons besoin. Quand nous allons aux élections, les gens ne votent pas par conviction idéologique. Les gens votent par des promesses, soit tribales, soit par des promesses, je ne sais pas de quoi, mais on ne vote pas par conviction idéologique. Et c'est ça qui nous arrive. Les ONG, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de penchants. Que ce soit même en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays d'ici, toutes les ONG ne s'équivalent pas. Nous avons aussi les deux tendances. Nous avons des tendances purement progressistes et nous avons des tendances libérales. Voilà. Et ça dépend des partenariats que vous développez avec eux. Ici, nous sommes dans Pour une revenir tendance... à ce document, vous avez dit qu'il y a le volet interne, une intelligence nuisible au service du mal pour faire son bonheur. Mais non, il y a le volet externe, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Le volet externe, c'est celui-là. Ça veut dire, nous voyons le mal qu'on nous fait. Mais le volet interne, c'est un pays qui s'organise pour lui-même, pour son propre bonheur. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui nous manque à nous. Nous, les Congolais, nous pleurnichons. Quand nous voyons Kigali a acheté des plantations au Congo-Brazzaville, nous pleurnichons. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous, on n'a pas pleurniché. Si, nous pleurnichons. Oui, mais c'est l'Élysée qui intime l'ordre de là-bas. Oui, mais pourquoi nous acceptons? Oui, hein? Mais pourquoi nous, on n'a pas pleuré pourquoi ici. nous ne travaillons pas sur une contre-offensive idéologique par rapport à ça? Qui interdit aujourd'hui le monde, comme je l'ai dit, est libéralisé? Et les Congolais, pourquoi ne pas partir aussi acheter ou contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire? Quelle offensive nous faisons vis-à-vis du Congo-Brazzaville? Est-ce que l'ambassadeur même du Congo-Brazzaville a été interpellé pour qu'on lui pose cette question? Qui a débattu officiellement de cette question? Mais ce soir, passé deux jours ici, en 48 heures pratiquement. 48 heures ici. Ok, c'est bon. Voilà, si nous prenons, il faut que nous ayons que notre population soit éduquée par rapport à ça. Pas seulement pleurnicher. Le Rwanda, il est tout petit. Pourquoi est-ce qu'il nous fait pleurer? Je n'aime pas vraiment qu'on fasse une propagande inutile de ce Rwanda. On sait ce que qu'il représente. Ce sont les puissances qui nous font la guerre. Bon, maintenant, revenons. Parlons élection, parce que vous êtes société civile. Avant de vous poser cette question qui est même la thématique, vous avez organisé une activité le week-end, le samedi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez concrètement faire? Alors que Kadima et son équipe ont publié un calendrier électoral. Fleuve, qui va jusqu'en septembre, hein, c'est pas septembre, de l'année 2024, non? Ouais. Oui. Avec des structures éléphantesques, alors que nous avons moins de moyens. Pourquoi vous lancez à l'eau maintenant? Oui, je pense que Kadima a raison de publier ce calendrier électoral. Il a fait, moi je trouve le génie de Kadima en ça. Il a fait un bon travail de nous donner un calendrier électoral et de mettre les acteurs devant les responsabilités. Tout le monde a dit qu'il faut organiser les élections dans les délais. Et il a prouvé par son calendrier électoral qu'il est possible d'organiser les élections même 8 jours avant les délais. Parce que les élections de la fois passée, c'était le 28 décembre, mais cette fois-ci, il nous donne les élections le 20 décembre. C'est à nous de saisir la balle. Projette les élections le 20 décembre. Oui, il nous a pas donné. Il nous donne. Il projette. C'est lui, la commission électorale indépendante, nous donne les élections à cette date. C'est à nous de saisir la balle au bon et de faire en sorte que ça soit vrai. Et c'est ça le combat que nous faisons. Quand nous avons organisé cette activité, l'activité est tombée. Pendant que nous étions dans l'activité, nous avons réussi l'appel de dire le calendrier électoral vient de sortir. On peut suivre cette activité parce que la télé, c'est pas seulement parler. Ok. Forum ouvert de la société civile tenu à Kinshasa sur la paix, la démocratie et la protection sociale. Ces assises d'échange ont été organisées par le réseau pour la partenariat avec le Centre des ressources et de dynamisation de la société civile.
Mobilisés dans la salle de conférence du Centre Marie-Reine de la Paix, cette journée de réflexion autour de la paix, la démocratie et la protection sociale en RDC s'est déroulée dans une interaction active entre les animateurs et les participants. Organisée par les réseaux pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, en partenariat avec les centres des ressources et des dynamisations de la société civile, une déclaration finale lue par le secrétaire exécutif du PRODES, Dani Singoma, a couronné ces longs moments d'échange. La situation au Sud Kivu, à Ituri, au Nord Kivu et au Maïndombe nous révolte et nous appelle à la vigilance. Condamnons avec toute énergie l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le couvert du M23 et soutenons inconditionnellement nos forces armées dans ces efforts pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félicitons les organisations de la société civile et la population qui se mobilisent partout en République démocratique du Congo. Nous soutenons la marche programmée de la CENCO le 4 décembre 2022 à Kinshasa. Nous nous opposons aux négociations interminables et réaffirmons la position de la société civile à ne plus réinsérer dans les forces armées de la République les personnes qui ont pris les armes contre leur pays. Par ailleurs, ils disent prendre acte de la publication du calendrier électoral et que cette fois-ci, les élections soient organisées dans leur globalité. Alors, vous soutenez la marche de la CENCO contre l'agression. Le Congo n'est pas à vendre. Et ils sont au courant de tout ce qui se trame contre le Congo. Vatican a des rapports particuliers avec Washington, avec toutes ces maisons, voilà, stratégiques. Pourquoi, à partir du sommet de l'Église, on ne peut pas dissuader ceux qui complotent contre le Congo et le malheur qui préparent le malheur, les massacres de sa population, d'y renoncer? Bon, comme je au lieu d'une marche seulement à Kinshasa, par exemple. Comme je l'ai dit, j'ai mes réserves parce que je suis président de la Maison de la laïcité. Et certains confondent la laïcité avec la guerre contre la religion, alors que la laïcité, c'est pour promouvoir les vivre ensemble. D'abord, il faut comprendre que moi-même, je soutiens la marche de la CENCO du 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce que nous appelons les forces progressistes de la société civile, nous avons lancé le 30 octobre un appel à la mobilisation générale. Et depuis ce jour, ici à Kinshasa, il s'organise plusieurs activités. Il y a une marche le 2 novembre, il y a une autre le 19 décembre, et nous avons cette marche de la CENCO le 4, et ainsi de suite. Donc nous soutenons toutes les initiatives qui peuvent être considérées comme de la société civile. Donc quand la CENCO appelle à une marche, nous ne voulons pas que ça soit la marche de la CENCO, mais que ça soit la marche du peuple, que ça soit la marche de la société civile, tout le monde y compris. Maintenant, pour ce qui est des considérations de ceci ou cela, moi je pense que si le Vatican n'arrive pas à parler ou à convaincre ses partenaires, à convaincre les États-Unis, Londres et Washington, je pense que la voix des évêques, pour renoncer au soutien qu'ils apportent, moral, financier, logistique, la marche des évêques est peut-être un bon signal, parce que même la radio Vatican peut-être sera à cette marche. Ça veut dire que ça sera un bon signal de voir que les évêques se sont donné rendez-vous avec la population pour dénoncer un fait, et je pense que le Vatican tirera la conséquence de cela. Mais je ne peux pas entrer dans les secrets du Vatican, je ne les connais pas, donc pour moi, ça c'est autre chose. Mais je pense simplement qu'il faut soutenir ce que les évêques font, et en plus de cela, pour les évêques, ça va au-delà. Et c'est ce que j'apprécie pour la marche de la CENCO, va au-delà du simple fait de l'agression rwandaise ou de la guerre à Goma ou dans les environs. La marche de la CENCO soutient aussi une résolution du conflit à Kwamoud, il soutient le bien-être de tous les Congolais, donc quand même c'est une marche pour les intérêts sociaux des Congolais. C'est pour cela que je le soutiens. D'autres choses, au-delà de ça, je ne sais pas vraiment. Mais pour nous, nous pensons que, comme je l'ai dit, Kadima a fait sortir son calendrier. En tout cas, je le félicite fortement, mais simplement, comme je l'ai dit, il met le gouvernement devant ses responsabilités. Kadima n'a pas d'argent, l'argent vient du gouvernement, le gouvernement doit donner les moyens nécessaires. Il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à l'exécution de ce calendrier électoral, et il faudrait que ces contraintes soient levées, et une grande partie est de la responsabilité du gouvernement et l'autre partie de la communauté internationale. Comment peut-on
Oui, le calendrier, oui, c'est une bonne chose. Comment peut-on ou devons-nous organiser des élections dans un pays en guerre? Ok, c'est la grande question. Rutshuru, occupé par les voisins, soutenu donc les pays voisins par leurs armées. Vous voyez encore des armées des pays de l'Afrique de l'Est. Et chez nous, on ne comprend pas. Une fameuse feuille de route de Luanda, un fameux processus de Nairobi. Il n'y a que du bon français. Et les Congolais souffrent. Le pays saigne, dépit, des lustres, la faim, la soif, l'errance, l'humiliation par des viols. Organiser des élections vous avez totalement raison. Oui. Mais il y a, d'abord je vais donner un petit exemple, une anecdote. C'est qu'en 2005, j'étais encore tout jeune animateur, je suis allé observer les élections au Burundi. Donc j'ai été parmi les personnes congolaises qui ont été choisies pour aller observer les élections au Burundi, afin d'amener l'expérience ici. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les Burundis étaient en guerre. Il y avait les partis, là j'ai oublié FNL ou quelque chose comme ça, qui occupaient les montagnes, mais qui ont été sensibilisés et ont baissé les armes. Et nous étions en train d'observer les élections à côté des rebelles qui ont laissé les élections se dérouler dans la paix parce qu'il y avait une convention. Ça, c'est une chose. C'est une figure qui n'est pas celle du Congo. Maintenant, pour ce qui concerne le Congo, il est possible d'organiser les élections. Aujourd'hui, il y a les dialogues de Nairobi et tout ça. Donc, avec les groupes armés, les temps qu'ils seront en train d'être démobilisés, ils peuvent laisser le territoire par la convention qu'ils auront tirée là-bas pour organiser les élections. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a quand même des paradoxes. Nous savons qu'il y a la guerre. Mais, officiellement, il n'y a pas de guerre. Officiellement, j'ai dit officiellement. Si le plan formel, si le plan normal, nous savons... C'est grave quand même. Oui, mais notre pays n'a jamais déclaré la guerre. Est-ce que notre pays a déclaré la guerre? Pourquoi la mobilisation? Quoi ça? Vous voulez que le président vienne, oui, dans des termes bien choisis, nous sommes en guerre, nous déclarons la guerre. Pourquoi la mobilisation? Si on déclare la guerre, nous serons dans une autre figure de style et qui ne peut pas nous permettre d'organiser les élections. Parce que nous sommes en état de guerre. Et en état de guerre, c'est un moment particulier, c'est un moment exceptionnel et des mesures exceptionnelles seront prises. Aujourd'hui, nous sommes sous les régimes d'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais il n'y a pas une déclaration formelle de guerre. Des guerres contre le Rwanda. Nous sommes en train... Nous pouvons organiser les élections aujourd'hui, en oubliant ces orphelins, ces mamans, ces papas qui reçoivent des balles. Non, non, je suis en train de parler de la figure de style qui nous est imposée. Aujourd'hui, le gouvernement, notre armée, dans son rôle régalien, est en train de lutter contre les groupes qui sont en train de sévir, les groupes armés. Et c'est le rôle de notre armée. Et c'est le rôle de notre gouvernement de lutter contre tous les groupes. Maintenant, il y a les cas exceptionnels du M23, qui est un groupe qui est là, mais dont tous les indicateurs montrent qu'ils sont soutenus par un pays extérieur. Aujourd'hui, le Congo veut que ce pays extérieur... Pas un seul pays quand même. Celui que le Congo a nommé jusque-là, c'est le Rwanda. Il n'a pas nommé officiellement un autre pays. Mais la société civile, vous êtes très bien informés. La société civile, nous sommes informés, oui. Mais je ne peux pas déclarer officiellement un cas qui n'a pas été déclaré par le gouvernement. Mais nous savons ce qui se passe sur terrain. Mais comme j'ai dit, le gouvernement sait bien que, parce qu'il y a les rapports des experts des Nations Unies qui ont dit qu'il y a le soutien de l'armée rwandaise et qu'il y a eu des incursions. Mais ces rapports restent flous parce qu'il ne dit pas clairement que l'armée rwandaise est en train de se battre contre l'armée congolaise. Il ne le dit pas. Donc tout ça, c'est pour éviter... Est-ce que nous pouvons faire confiance? Je vais revenir à vous. Oui. Un rapport, d'ailleurs, dont l'intégralité est cachée dans les tiroirs. On ne veut pas le rendre public, avec une attitude très complice dans le malheur qui nous arrive. Des politiciens, soit des étrangers. On voit qu'ils sont engagés dans cette réunion de Nairobi, que vous appelez processus. Alors, si eux tous sortent de la brousse et abandonnent les armes, mais doivent rejoindre le processus du PDRC. Ils seront identifiés et le processus du PDRC, ce n'est pas la réintégration dans l'armée, c'est la réintégration dans la communauté. Ça veut dire qu'ils doivent identifier leur communauté afin d'y être réinsérés. Et ceux qui n'ont pas de communauté, donc, ils sont étrangers. C'est maintenant, on ne sait pas quelles sont les nationalités qu'il y a dans les M23.
Est-ce que tous sont des Rwandais? Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Est-ce qu'il y a quelques Congolais? Même 2 Congolais, est-ce qu'il y en a? Que ces 2 Congolais rejoignent le processus du PDRC et qu'ils soient réinsérés dans la communauté. Et que les étrangers retournent chez eux. C'est ça qui doit être fait. Ça veut dire nous devons identifier. Parce que quand ils font la revendication de dire nous devons être brassés dans l'armée et tout ça, là c'est un fourre-tout, donc on ne sait pas qui est qui, on les envoie dans l'armée, parce qu'on dit ils sont du M23. Mais ici, le PDRC permet d'identifier la communauté de laquelle est ici les combattants. Et c'est ça, peut-être que au M23, on a peur, parce qu'il faudra identifier les communautés pour qu'ils soient réinsérés dans la communauté. Et c'est à ce moment-là, tous ceux qui sont étrangers vont retourner chez eux. On va identifier aussi leur pays pour qu'ils soient renvoyés chez eux, ou mettre en prison ici, je ne sais pas quoi. Mais il y a tout un processus de Nairobi. Je pense que le gouvernement a déjà ouvert une brèche pour dire que si ils reculent dans certaines positions, on va les admettre au processus. Ce n'est pas moi. Quel processus? De Nairobi. C'est bien dit, on a entendu plusieurs fois. Ça veut dire qu'ils ne sont pas invités, mais ils ne peuvent y aller qu'à une certaine condition. Mais qui vont aller? Ça veut dire ceux qui seront identifiés comme Congolais, qui vont aller là-bas. Donc c'est cela, à moins que le dialogue de Nairobi se termine, avant que le M23 n'ait été mis dans les conditions qui lui permettent d'y aller. La messe de Kigali, dite Kigali Convention, on termine par là, semble être opposée à des pourparlers entre le pouvoir de Kinshasa et le fameux M23. Quel est le jeu, concrètement? Mais ça peut être aussi une bonne chose. Si Kigali se dévoile que c'est lui qui est la cause d'insécurité et veut qu'il y ait des pourparlers directs avec lui, c'est autre chose. Ça veut dire à ce moment-là, on a les vrais interlocuteurs autour de la table. Donc, moi, je ne polémique pas beaucoup sur ça. Moi, mon souci, c'est que tout se mette en ordre, que nous ayons aux élections et que les peuples soient vigilants par rapport à ça. Donc, c'est le moment de la mobilisation. Nous devons tous nous mobiliser pour la fin de la guerre, mais nous mobiliser aussi à avoir une cohésion interne qui nous permet d'aller aux élections. D'ailleurs, peut-être parce que vous n'avez pas bien décortiqué mon message du samedi passé, je disais que même ici à l'intérieur, pendant que le président de la République appelle à la cohésion nationale, il y a des partis politiques qui s'évertissent à intimider les autres, qui s'évertissent à dire que certains adversaires politiques ne seront pas là et tout ça. Nous pensons que ce discours doit se taire et que tout le monde, tous les partis politiques doivent nous montrer l'exemple avec la société civile, avec la CENI, mettre en place ce qu'on appelle les codes d'éthique en matière des élections des partis politiques. Ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons ça se fera dans le cadre des réunions, des cadres de concertation, non? Oui, il y a CENI, acteurs, donc CENI et force en présence. Oui, mais nous travaillons déjà en tant que société civile avec les autres organisations. Nous avons déjà travaillé sur le fait des routes qui nous permet d'avoir un code éthique pour les élections. Le code éthique de la société civile et le code éthique des partis politiques. Et nous sommes en train de convaincre les partis politiques d'adopter. Nous savons que la CENI va mettre en place le code éthique, mais il y aura quand même peut-être ce que nous allons amener comme des inputs à l'intérieur, mais il faut qu'il y ait un code d'éthique soit respecté, que les partis politiques aient des discours qui permettent la cohésion nationale, qu'il n'y ait pas d'exclusion politique, que tout le monde soit ait la possibilité de se présenter aux élections à tous les niveaux que ce soit. Mais donc, il y a déjà 100 000 $ comme caution pour la présidentielle. Il y a déjà une exclusion là. C'est-à-dire des étrangers capables de réunir 100 000 comme caution. Ils peuvent prétendre. Non, tout parce qu'un Congolais compétent avec remplissant les critères, mais il est seulement incapable de réunir 100 000. Bon, c'est pas une exclusion. Si c'est la loi qui est venue du Parlement, il n'y a pas de problème. Mais réunir 100 000 $ pour un parti politique qui a une représentation nationale à travers le pays, s'il a 100 000 membres et que chaque membre apporte $1 comme a fait Gizenga la fois passée, c'est possible. Mais si le parti politique n'est qu'alimentaire et que c'est le seul président qui débouche de sa poche, à ce moment-là, ça devient un problème. Mais tout ce que nous voulons est que la loi ne puisse pas exclure, comme maintenant, on n'exclut personne, et que la compétition soit équitable pour tous les Congolais à pouvoir postuler à tous les postes qu'ils veulent. Vous insistez, merci de l'avoir fait, vous insistez sur la sensibilisation, l'éducation civique et électorale aussi, mais plus à voter utile pour éviter les erreurs que nous avons commises. Et surtout être vigilant pour que le processus se passe normalement. Oui. Que ce soit le recrutement des agents de la CENI, que ce soit la localisation des centres d'enrôlement, que ce soit la localisation des bureaux de vote, tout le peuple doit être vigilant par rapport à tout cela et c'est ça que nous voulons.
que les gens se mobilisent pour l'enrôlement et tout ça. Donc il faut une vigilance, il faut une veille citoyenne qui permette que les élections se déroulent dans les bonnes conditions, mais à une condition, que tous nous mobilisions pour la fin de la guerre. Justement, et merci d'avoir pensé à ce travail noble, que les partis politiques arrêtent avec les discours de mobilisation des haines, et aussi la société civile et vous-même, surtout les églises, doivent cesser aussi de monter le peuple contre la nation. C'est ça. Et qu'on aille aux élections, que le meilleur l'emporte. Merci, c'est ça. Merci. Merci. Danny Singoma, il est le secrétaire exécutif de PRODES, avec d'autres casquettes. C'est lui qui était notre invité ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.